Bienvenue dans Jusqu'à l'os, un podcast qui dissèque un film. On survole pas ici, on gratte. On gratte jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que l'image saigne ce qu'elle a à dire. Aujourd'hui, The Substance de Coralie Farja. Et pour commencer, un trottoir. Un plan fixe, une étoile rose posée sur le bitume du Walk of Fame. Le nom, Elizabeth Sparkle. Des ouvriers posent le coffrage, le temps passe, des passants piétinent l'étoile, la salisse y renverse leur soda ou leur burger. Puis vient l'hiver, et avec lui la glace, l'oubli, la disparition. L'image se craquelle, se fissure. Aucun acteur, des dialogues en fond, en off, sur sa réussite, sur sa gloire, des applaudissements. C'est une étoile et son effacement progressif. Une image qui nous parle, en forme de métalangage, un cinéma en mode démonstratif, frontal comme un manifeste, féminin et visuel. Et c'est là que la question se pose. Est-ce qu'on est encore dans le cinéma ou dans une démonstration ? Est-ce que cette image nous raconte une histoire ou est-ce qu'elle nous dit quoi penser ? Jusqu'à l'os, épisode 1, The Substance, le film où même la caméra est contaminée. Tu vois, j'irai même plus loin pour aller dans le détail de ce que j'expliquais sur le plan fixe, vu du dessus de l'étoile, du Walk of Fame. Déjà, c'est un symbole, c'est un objet, c'est pas la personne. Donc, Elizabeth Sparkle est d'abord montrée comme un symbole, comme un objet, une étoile. Cette mise en scène, ce choix de mise en scène, ça propose donc une métaphore très explicite sur la célébrité féminine. On voit, on sent que c'est une star, on entend que c'est une star. Donc c'est construit comme ça, le dispositif il est comme ça. Ensuite, il est piétiné, exhibé, presque oublié ensuite, effacé par le passage du temps. C'est une ellipse visuelle. Donc on a d'abord le coffrage avec deux hommes, deux ouvriers qui font le coffrage et qui posent les produits, là je sais pas ce que c'est. Défilement de saison, dégradation progressive de l'étoile, après on voit qu'elle est fendue. Donc ça produit quoi chez le spectateur ? De la distance, un effet de distanciation, parce que tu perçois davantage le dispositif symbolique que la situation diégétique, enfin, pour le spectateur attentif. Sinon, un spectateur non attentif regardera ça comme un témoignage de mise à disposition, voilà, de l'étoile sur le Walk of Fame. Tout le monde connaît à peu près ça sur Hollywood. Moi, j'aime bien rappeler Jacques Rancière dessus, qui identifie ça comme une tension entre le partage du sensible et le régime du signifiant. Voilà, le signifié, on va dire, et le signifiant. Le film ne nous donne pas à éprouver le temps dans la chair d'un personnage, c'est pas ça en fait. Ça nous montre une idée, celle de la disparition sous forme d'allégorie visuelle. Plutôt que la disparition, je dirais l'usure, le vieillissement. Un procédé qui rentre en résonance avec ce que Giorgio Agamben identifie comme une dérive contemporaine. Le remplacement de la vie nue par le commentaire. Donc ce que propose Jacques Rancière dans l'esthétique du cinéma, c'est de faire une différence entre le sensible et le signifiant. Le sensible, c'est de vivre la vie et les difficultés du personnage au travers de la mise en scène, de son histoire. Et le régime du signifiant, c'est tout ce qui est symbolique en fait, et qui va te montrer ce dont tu dois penser, ce à quoi tu dois penser, ce à quoi tu dois comprendre. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Agamben, Giorgio Agamben, je ne sais pas si je le prononce bien. Lui qui a identifié ça comme une signature d'une dérive contemporaine du cinéma. C'est-à-dire que tu remplaces la vie nue, le partage du sensible, par le régime du signifiant, donc par du commentaire en fait. On est un peu dans le monde du commentaire. C'est exactement comme ici, dans les réseaux sociaux, où tu as une zone commentaire. Donc, au lieu d'inscrire ta représentation dans quelque chose d'incarné, dans une dramaturgie incarnée, ton introduction, tu la produis avec du métalangage, hein, en fait, où tu canalises le regard du spectateur vers quelque chose d'imposé, vers une lecture imposée, plus
que vers une expérience affective libre. Je sais pas si tu vois, si c'est clair. C'est une sorte d'esthétisation du symbole. Alors c'est super efficace, hein, mais du coup ça fige le sens avant même que l'histoire elle ait commencé, quoi. Deleuze, il appelait ça les clichés. C'est pas le cliché, ah ouais, cliché du film qui commence, on a ce symbole. Non, non, c'est le cliché, c'est des images prêtes à penser qui viennent court-circuiter la puissance affective et perceptive du cinéma. Donc ce que explique Deleuze sur le cliché, c'est des images de prêt-à-penser, des images prêtes à penser. Et en fait, ces images de prêt-à-penser, elles viennent court-circuiter la puissance affective et perceptive du cinéma. Alors attention, c'est pas une critique genre elle a mal fait. C'est un point de vue esthétique en fait sur le cinéma. Et on verra après. Tout son film prend le contre-pied d'une lecture poétique des choses. En fait, c'est de l'ultra-réalisme, même poussé au-delà. En fait, c'est très très ironique. Et tout est montré, démontré. Il y a pas de place au flou. Parce que c'est un manifeste. Et donc c'est important pour elle, pour la réalisatrice, d'expliciter son contenu. Donc ici, j'ai des concepts théoriques comme l'effet de distanciation, donc la distanciation brechtienne. Donc tu vois, le spectateur, il est mis à distance au lieu d'être immergé. Après, je ferai appel à d'autres réalisateurs qui t'immergent complètement, et moi, c'est ce qui me plaît le plus, en fait, plutôt qu'un film didactique. Tu as mise en discours versus mise en scène. Donc le film parle d'eux plutôt que de montre à travers. Le partage du sensible. Alors moi j'aime bien Jacques Rancière. Donc voilà. Comment une œuvre répartit ce qui est visible, audible, dissible. Et puis tu as le concept de métalangage, le cinéma qui commente, le cinéma. D'ailleurs, elle fait plein de clins d'œil. C'est quasiment toutes les scènes sont reprises de films qu'on connaît ou pas. Donc ça, c'est un peu le métalangage. Ou alors, qui explique au lieu de faire vivre. Et puis les images clichés de Gilles Deleuze, une image qui ne suscite pas de pensée car elle est déjà pensée. Il n'y a pas de place à l'imaginaire. Et puis tu as le régime esthétique versus le régime représentatif. C'est exactement ce dont je parlais. Donc, on est plutôt ici dans le régime représentatif, très lisible, peut-être trop lisible. Ça dépend ce qu'attend le spectateur. Ce qu'il préfère aussi en termes d'esthétisme de cinéma. C'est vraiment le sujet, quoi. Et tu as comme concept théorique le visible et l'invisible. Alors plutôt Merleau-Ponty. Le cinéma comme expérience du sensible, ou l'expérience sensible, est pas seulement signifiante. Donc il y a des cinémas, il y a des films qui laissent le temps s'installer dans les corps et les silences. Donc tu as Chantal Akerman, qui fait un film de 3 heures avec presque en temps réel, Kelly Reichardt, et certains moments de Lynch. Ça peut, dans l'explication, créer un contrepoint utile. Donc Chantal Akerman, c'est Jeanne Dillman, pour donner l'exemple. Coralie Farja, dans The Substance, c'est quoi? Ça commence par une allégorie programmée, donc l'introduction avec l'étoile d'Elizabeth Sparkle. Donc on regarde pas une femme vivre, on regarde un symbole en train de s'éroder. Le temps, il est traduit par des marqueurs extérieurs, comme les saisons, les salissures. Mais il est jamais vécu de l'intérieur. C'est pas un personnage qui traverse le temps, c'est un objet que le temps use. Le spectateur n'a pas d'espace pour s'y projeter ou pour projeter ses propres affects. L'image, en fait, de Coralie Farja, elle impose un sens. Donc esthétique signifiante, mais verrouillée. C'est trop lisible pour être vécu. Si tu prends Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, rien que le titre. Déjà le titre t'annonçait que le film allait être long, de Chantal Akerman. L'épreuve du temps, eh ben, pour le coup, elle est incarnée. Il n'y a pas d'effet, pas de raccourci. Le temps s'étale dans sa durée réelle. Donc elle a des gestes répétitifs, des tâches domestiques, des silences oppressants. On ne nous dit pas que cette femme est en train de se dissoudre dans son quotidien, tu vois. Si jamais Coralie Farja, elle avait fait Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, elle t'aurait trouvé une image pour te dire que la femme est en train de se dissoudre dans son quotidien. Et Chantal Akerman, elle, t'en fait l'expérience. En tout cas, tu es témoin de son expérience. Le plan fixe n'est pas un symbole, mais un dispositif d'incarnation.
le corps de Delphine Seyrig devient notre horloge. C'est exactement ça. Si tu veux savoir combien de temps dure une passe, tu regardes jusqu'au bout, puisque la porte se referme de la chambre, et une fois que c'est terminé, il y a eu une lumière qui s'est coupée net, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu un faux raccord. De l'après-midi, on est passé à la fin de soirée, et elle va chercher des patates qu'elle a mis à cuire. Donc c'est le temps de durée de cuisson d'une purée, quoi. Donc chaque minute de trop est une information narrative. Le temps ne passe pas, il pèse. Donc ça, c'est plutôt un effet incarné, affectif, expérientiel. Le spectateur devient cohabitant du film. Ça, c'est pour Chantal Akerman. À Mulholland Drive, le temps, il est vécu comme une hallucination émotionnelle. Chez Lynch, tu vois, le temps, il n'est pas linéaire. Il n'est pas symbolique, il n'est pas documentaire. C'est vraiment à l'inverse de ce qu'on peut voir chez Chantal Akerman, et encore à l'inverse de ce qu'on peut voir chez Coralie Farja. En fait, le temps chez lui, il est affectif, psychique et fragmenté. Si tu penses à l'ouverture, à l'introduction de Mulholland Drive, les danseurs, ils sont floutés avec une surimpression de Naomi Watts, j'ai oublié le nom de son personnage, qui est sous les flashs et qui vit une réussite. Ou la scène de la limousine sur Mulholland Drive, c'est pas là pour expliquer. Ça t'introduit une sensation ou des sensations. Tu entres dans un monde où les images n'ont pas de légende, mais où chaque plan résonne intérieurement. En fait, Lynch, il montre pas ce que veut dire la mémoire, le rêve, le refoulé, il les met en scène sans les commenter. Le flou, c'est sa force. Il y a un vertige du réel. Donc l'effet, c'est l'immersion sensorielle, polysémie assumée, le spectateur ressent avant de comprendre. Pour faire une petite synthèse comparative, tu as The Substance, l'approche du temps, il est plutôt démonstratif. Le statut de l'image, c'est plutôt symbolique, étoile piétinée. Et le rapport au spectateur, c'est une lecture imposée, avec peu d'espace affectif. Il n'y en a quasiment pas du tout, c'est ultra froid. Il y a de l'humour, mais ça reste distancié. Jan Dillman, c'est plutôt un temps réel, donc expérimenté. Le statut de l'image, ça va être un corps enduré, et le rapport au spectateur, c'est plutôt une immersion lente, une tension vécue. Et Mulholland Drive, c'est un temps onirique, c'est un temps mental, avec une image affecte. Et le rapport à nous, c'est une hypnose complètement sensorielle, et l'interprétation, elle est totalement ouverte. Ça laisse la place à la poésie. Donc pour le dire plus brutalement, chez Ackerman, on respire le temps, chez Lynch, on dérive dans le temps, et chez Farja, en fait, on nous commente le temps. Et en fait, c'est ça qui me gêne. Le plan sur l'étoile, c'est pas une image qu'on traverse, c'est un panneau explicatif comme un cartel dans une exposition. Tu vois, ceci est une allégorie de la chute des actrices vieillissantes à Hollywood. Tout est posé comme ça. Le plan, il pense à notre place, il nous enlève la liberté d'interprétation que donne une vraie scène, ou une scène où un personnage vit quelque chose, où le temps s'infiltre par les gestes, les silences, les regards. En fait, ici, tout est verrouillé dans un dispositif qui dit « Regardez comme j'ai bien pensé à tout ». Donc, c'est pas une image narrative, c'est une note d'intention filmée. Et vraiment ça, quoi. Ça fonctionne comme un commentaire métacinématographique qui impose un cadre de lecture au lieu de laisser advenir une expérience sensible. Là où Ackerman laisse le temps se déposer dans l'image, où Lynch l'habite de manière fantasmatique, Farja l'expose comme un objet théorique. Donc le spectateur, il n'est pas convié à un partage de perception, mais à une démonstration. Il n'est pas témoin, il est lecteur d'un message. Alors, sans dire de bêtises, on est sur 2 points de vue esthétiques différents, même 3 points de vue esthétiques différents. J'ai pas vu le premier film de Farja, mais c'est sûr qu'elle doit s'appuyer sur ce qu'il faut voir, sur ce qu'il faut comprendre. Mon idée, c'est pas de dire que c'est une erreur ou un choix maladroit, c'est une esthétique, hein, une position claire sur le cinéma, sur ce que le cinéma doit faire ou peut faire. Donc, et Coralie Farja, avec The Substance, elle assume une posture, en fait, où l'image, c'est avant tout porteur de messages. On est dans un cinéma de l'intelligibilité militant, qui guide le regard plutôt que le libère. C'est une esthétique de la désignation. Voilà ce qu'il faut voir, voilà ce que je veux dire. C'est complètement en opposition avec une Ackerman ou un Reichardt ou Lynch, qui s'inscrivent dans une esthétique de la présence du suspendu, de l'indéterminé. Ce qu'il dirait, c'est voilà ce qui est là, à toi de le ressentir ou pas. Donc 2 régimes esthétiques, hein, une esthétique de la maîtrise, de l'intention visible. Je crois que même Aronofsky, il fait un peu ça, et un peu Haneke, même si Haneke c'est quand même assez différent.
mais l'image, elle est signifiante, elle est construite pour faire passer un message. Donc la symbolique, elle est frontale. Le spectateur, ce que j'aime moins, et c'est pour ça que j'ai cité Jacques Rancière, c'est que le spectateur, il est en position d'élève, éclairé ou pas, mais en tout cas, il y a un maître à penser et le spectateur, il est là pour apprendre quelque chose. Le plan fonctionne comme une démonstration ou une preuve. Et l'autre régime esthétique, c'est celui d'Ackerman, Lynch ou Bellatar, ou parfois peut-être Claire Denis. L'image, c'est une expérience, le sens, il va émerger du ressenti et pas de la démonstration. Le spectateur, il est actif, il est impliqué et complètement dérouté. Le plan fonctionne comme un champ d'intensité. Et on pourrait rajouter peut-être une troisième catégorie. On a l'esthétique du simulacre ou de la surenchère stylisée, comme celui qui a fait Néon, Démon, ou je sais plus, Drive, Nicolas Winding Refn, si je me trompe pas, et certaines parties de Barbie. L'image joue avec son artificialité, le symbole devient un clin d'œil, autoréférentiel, le sens n'est plus une destination, mais un effet de surface. Et peut-être même que Coralie Farja, elle le fait. Coralie Farja, ouais, elle est dans une lignée où l'image est un vecteur de thèse, c'est un outil de dénonciation. Son cinéma, très stylisé, graphique, ne laisse rien au flou. Tout est montré, désigné, c'est exagéré, pour qu'aucun doute ne subsiste. Tu vois, même quand elle est face à Denise Quaid qui est en train de bouffer des crevettes, là c'est dégueulasse et tout. C'est hyper exagéré, on est sur des gros plans déformés. C'est frontal, vindicatif, c'est parfois jouissif, hein, mais ça laisse peu d'espace à l'ambiguïté. On pourrait parler du regard féministe manifeste, qui est plutôt frontal, militant, symbolique. Donc on a Baise-moi comme exemple qui me vient comme ça avec de Virginie Despentes ou les films de Catherine Breillat, Romance et tout ça, et Coralie Farja, The Substance. C'est un cinéma qui dénonce, où le corps devient un support politique en fait. La sexualité est filmée comme un terrain de domination ou de reconquête brutale, en tout cas pour Virginie Despentes et Catherine Breillat. La violence, elle est matérialisée, parfois jusqu'à l'insoutenable, pour renverser la perspective masculine. Du coup, nous, en tant que spectateurs masculins, on est déstabilisés, interpellés, désignés. On voit tous les personnages masculins de The Substance commettre des gens ridicules, grossiers, grotesques, harceleurs, libidineux, tous les tous les défauts de la terre qu'on peut avoir. Donc il y a pas de place pour nous. Bon, il y a pas de place pour les hommes qui ne souhaiteraient pas comprendre les gestes de ce cinéma-là ou du cinéma de Coralie Farja. Et à l'inverse, tu as des rapports esthétiques du regard féminin différents, comme j'ai dit, Chantal Akerman sur Jeanne Dillman par exemple, ou Claire Denis dans Beau Travail ou Vendredi soir, ou Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, je sais plus le prononcer, ou Vanda de Barbara Loden. Donc ici, le regard, il dénonce pas, il observe, il incarne, il déplie. À la Deleuze. Le corps filmé est souvent celui d'une femme en retrait, ou en tension, ou en mutation silencieuse. C'est pas un regard qui crie, mais qui fait ressentir. Alors, il est souvent polyphonique, il laisse la place au hors-champ, ou au silence, au trouble. Ça serait un peu, je ne te montre pas ce qu'il faut penser, je te laisse vivre ce qu'elle ressent. Et à l'inverse, le regard féministe manifeste de Farja ou d'autres. Ce que tu regardes d'habitude pour jouir, je vais te le faire regarder pour comprendre. Et c'est exactement ça, parce qu'en fait, Farja va te montrer des corps féminins, en veux-tu, en voilà, en petits maillots, etc., qui sont vraiment cadrés pour qu'il y ait un maximum de spectateurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle décrit. En fait, elle va t'inverser la tendance en faisant l'irruption du monstre dans la scène du Nouvel An, quoi, qui est filmée dans The Substance. C'est un monstre, il crie après. Abattez-le! Et tu vois, du coup, c'est pas assez une monstre, c'est masculin, quoi. Et puis après, t'as le regard post-féministe, queer ou déjoué. Titane de Julia Ducournau, The Watermelon Woman de Cheryl Duny, je crois, ça se prononce comme ça. Donc on est dans une zone complètement instable, totalement fluide, le genre ou le genre, l'identité, le corps tout est déconstruit, tout est réinventé. C'est un laboratoire d'expérience du regard.
Et du coup, la sexualité est plus du tout hétéronormée. Le féminin n'est plus une catégorie fixe. Donc c'est un peu genre, tu croyais voir un film sur le corps d'une femme, tu regardes en fait un film sur ce que le regard produit, détruit et transforme. Et du coup, où est-ce qu'on situe Farja? Plutôt dans la première famille, c'est frontal, c'est manifeste, c'est subversif. Et du coup, la limite du subversif, comme toutes les autres limites des rapports esthétiques au cinéma, dans le subversif, tu peux être piégé par la lisibilité des symboles mis en place. À l'inverse, voilà, les autres points de vue esthétiques lynchien ou autre, ou Cronenberg, on peut être aussi limité, piégé par trop de poésie, trop de bizarreries. Le paradoxe qu'on pourrait déceler là-dedans, c'est que en voulant déconstruire le regard masculin, on produit un regard aussi tout à fait construit. Donc oui, c'est male gaze versus female gaze. C'est une stratégie qui laisse peu de place au flottement, à la nuance et à la réversibilité. It's 3 a.m. and I haven't slept. Le film, il est conçu comme un manifeste, tu vois, féministe contre l'obsession de la jeunesse et de la beauté, et la violence symbolique exercée sur les femmes vieillissantes, particulièrement à Hollywood. Farja s'attaque frontalement au mythe de la beauté. C'est un bouquin écrit dans les années 90 par Naomi Wolf. La valeur des femmes est réduite à leur apparence, leur jeunesse, leur minceur, leur présentabilité. L'héroïne star déchue d'un show d'aérobic est littéralement jetée dehors à 50 ans par un producteur caricaturalement sexiste, Harvey joué par Dennis Quaid. Donc le dispositif, c'est quoi? C'est l'histoire, hein. Mais comment elle l'a mis en place en fait? C'est quoi son périmètre, ses périmètres? C'est quoi ses contraintes qu'elle a définies? Donc, une actrice vieillissante, demi-mot, utilise une substance qui crée une version rajeunie et meilleure d'elle-même, jouée par Margaret Qualley. Le film s'articule autour de la scission du corps et de l'identité, exploitant la figure du double et du miroir à la manière de Dorian Gray ou du Dr Jekyll. La narration suit une structure de conte moral où la transgression des règles, échanger de corps toutes les semaines, ne pas abuser de la substance, conduit à la déchéance physique et psychique, jusqu'à la destruction totale de l'héroïne. En fait, l'histoire, c'est un conte moral, où la transgression des règles conduit à la déchéance physique et psychique, jusqu'à la destruction totale de l'héroïne, qui terminera un peu à la manière du film The Society. Je sais pas si tu te rappelles ce que c'est. Je t'invite à regarder ce que c'est que The Society et pourquoi ça m'a fait penser à ça. Cette espèce de visage qui essaye de ramper jusqu'à l'étoile, en fait. Le conte moral émet des règles et en fait, transgresser ces règles, ça va pousser à la chute du personnage principal. Donc transgresser, c'est échanger de corps toutes les semaines, 7 jours, et ne pas aller au-delà des 7 jours, utiliser la matrice en faisant une ponction lombaire. D'ailleurs, le petit trou où apparaît la ponction lombaire, c'est une image du film The Existence de Cronenberg, encore une fois. Ne pas abuser de la substance, voilà, pas plus de 7 jours. On ne peut pas revenir en arrière, on peut arrêter le protocole, mais tout ce qui est pris
sera payé. Tout ce qui est pris au-delà de la règle, en tout cas, hein, puisque quand elle profite de 8e jour ou 9e jour, je sais plus, elle a un doigt qui devient pourri, qui devient vieux, qui devient un cadavre, quoi. Un bout de cadavre qu'elle transporte sur sa propre main. C'est le doigt qui désigne, en plus. On voit dans les interviews que Farja a fait tous les effets spéciaux avec des prothèses et des maquillages. Elle a cherché à pas utiliser les CGI, les FX. Ça rend les transformations corporelles plus crédibles et dérangeantes, du coup, parce que c'est hyper organique. Elle a insisté aussi sur les bruits, qui sont un peu parfois trop présents, à la manière de Cronenberg. Les scènes de naissance du double par le dos, espèce d'accouchement inversé, un peu à la Alien. Des mutilations, des décompositions sont filmées de manière assez crue. Du coup, ça rend le malaise assez palpable. Et pourquoi c'est pas gratuit ? Parce que chaque effet sert à la démonstration du film. Comment, du coup, la scène de naissance du double sue pour montrer la scission, la découpe du corps et l'émergence de la meilleure version d'Elisabeth. Je crois que l'équipe elle a conçu un mannequin sans jambes, manipulé depuis une trappe sous le plancher. L'ouverture du dos d'Elisabeth d'où sort Su est filmée sans effet numérique avec des prothèses et des accessoires palpables. Cela rend la transformation viscérale organique et souligne la douleur en fait et la violence de l'opération. C'est une métaphore du sacrifice imposé aux femmes pour correspondre aux normes de la beauté. Il y a l'histoire des crevettes qui sont mangées par le personnage de Dennis Quaid. On mange que le corps, pas la tête. C'est un visuel, ça appuie la thématique de l'exploitation du corps féminin. On consomme ce qui est jugé utile ou désirable et tout le reste est rejeté. Tu vois, le type d'insert très travaillé permet de symboliser l'objectivation et la consommation des femmes par le système. Quand il quitte la table, d'ailleurs il dit même pas au revoir et tout, il y a un espèce de tas de crevettes, juste avec des têtes. À un moment donné, il y a un étrange gonflement de la fesse dessus lorsqu'elle fait l'émission. C'est repéré par l'équipe de télé. Ça provoque une pause et une analyse minutieuse par toute l'équipe technique, en fait. Cette séquence met en abîme la micro-analyse et l'exploitation du corps féminin à l'écran. En fait, tout est détaillé, tu vois, regardé par les hommes. Et la gêne ressentie par Su se traduit la violence du regard collectif. Elle demande à avoir un peignoir et après elle se sauve dans sa loge pour aller observer sa fesse et en sortir en fait une cuisse de poulet par l'orifice du nombril. Donc on est à la fois dans The Society avec les séances de fist là qui se transforment tous, là, qui font des espèces d'orgies de partout, où tout se mélange et tous les corps sont mélangés, et aussi Vidéodrome, où il y a un pistolet qui sort du ventre, je crois, du personnage. Il y a la scène de la salle de bain aussi, avec un éclairage cru, l'endroit où on ne peut rien cacher. Et c'est Coralie Farja qui l'explique d'ailleurs comme ça. Le film mime d'abord le male gaze, lenteur hypersexualisée sur les corps, plan suggestif, mais pour mieux le retourner et le dénoncer. La caméra exhibe la façon dont les corps féminins sont découpés, consommés, puis rejetés. Les scènes de miroir, de maquillage, de chirurgie ou d'automutilation sont autant de commentaires sur l'intériorisation de ce regard et la haine de soi qu'il engendre. Farja va même jusqu'à montrer que la prise de conscience de la toxicité de ces normes ne suffit pas à s'en libérer. L'image reste plus forte que le discours et les spectateurs, fascinés par la perfection du double jeune, participent malgré lui à la perpétuation du système. Le film repose sur plusieurs concepts. Le double, l'unheimlich et la monstruosité féminine. Le double, Su, la version jeune, n'est pas seulement une rivale, mais l'incarnation des désirs et des frustrations d'Elisabeth. Leur relation aussi entre la dynamique mère-fille, la rivalité et l'autodestruction. L'unheimlich, l'inquiétante étrangeté de Freud. La familiarité du double qui devient monstrueuse, la peur de soi-même, l'échec de la fusion. La monstruosité féminine, Farja reprend la tradition du monstre féminin pour subvertir la honte liée au vieillissement et à la perte de contrôle du corps. Plus Elisabeth tente d'échapper à sa condition,
plus elle devient monstrueuse aux yeux du monde et à ses propres yeux. Les décors conçus avec minutie symbolique, participent à l'objectivation et à l'aliénation des personnages. L'appartement minimaliste, les couloirs surréalistes, les miroirs omniprésents, les plateaux de télé saturés de couleurs artificielles, tout concourt à souligner la superficialité et la violence du monde du spectacle. Les espaces sont à la fois des prisons et des vitrines où l'on expose et détruit les femmes. Son appartement, c'est comme un panoptique, de Foucault. Objectivation des femmes par la mise en scène. La mise en scène affiche d'abord les corps féminins comme objets de désir, pour mieux en montrer la violence. Plan rapproché, lumière crue, ralenti hypersexualisé, puis décomposition, mutilation, vieillissement accéléré. Farja met en abîme la façon dont l'industrie et le public consomment, puis rejette les femmes lorsqu'elles ne répondent plus aux standards. Les hommes caricaturaux, grotesques, souvent filmés en contre-plongée ou avec des déformations, ils incarnent le pouvoir patriarcal, le voyeurisme ou la médiocrité. Le producteur Harvey est le symbole du système qui décide de la valeur des femmes. Le public est montré comme versatile, cruel, indifférent à la souffrance individuelle. Il participe à la déchéance de l'héroïne. Scène de l'étoile piétinée, réaction à la nouvelle star. Tuez-le! La sexualité, abordée sous l'angle du désir de reconnaissance et de validation, c'est aussi de la honte, mais aussi de la honte et de la frustration. La sexualité de la femme vieillissante est rendue invisible ou pathologisée lorsqu'elle essaye de sortir pour aller à son rendez-vous et qu'elle en est incapable, tandis que celle du double jeune est célébrée mais aussi instrumentalisée. La vieillesse vécue comme une malédiction, une déchéance, une perte d'identité. Le film ne propose pas de rédemption. Plus Elisabeth lutte contre le temps, plus elle s'enfonce dans la monstruosité et l'invisibilité. The Substance, c'est un film coup de poing qui utilise l'excès, le gore et la satire pour dénoncer la tyrannie de la jeunesse et de la beauté, et la violence du regard porté sur les femmes. Farja élabore une thèse féministe radicale, non dénuée d'ambiguïté, où la monstruosité devient le dernier refuge face à l'effacement. La mise en scène, ses décors, son traitement du corps et du double, tout concourt à faire de ce film une expérience viscérale, dérangeante et nécessaire dans le paysage cinématographique contemporain. Le body horror organique, un film privilégie les effets spéciaux pratiques, prothèses, maquillage, litres de faux sang, pour rendre tangible la souffrance et la dégradation du corps féminin sous la pression du jeunisme. Donc pas de CGI, cette matérialité du corps en mutation rend visible la violence invisible du système. L'objectivation et la fragmentation identitaire, la narration oppose constamment Elisabeth et son double, illustrant la scission entre l'image attendue par l'industrie et l'identité réelle de la femme. Les décors aseptisés, les jeux de miroirs et les lumières artificielles soulignent l'aliénation et la perte de contrôle sur son propre corps. Farja retourne les codes du regard masculin dominant en montrant comment il pousse les femmes à l'autodestruction, tout en exposant la superficialité et la cruauté du système hollywoodien à travers des personnages masculins caricaturaux, et un public indifférent. Le dispositif du double, la transformation physique, la mise en scène oppressante et la violence graphique servent ainsi à dénoncer l'obsession de la jeunesse et le contrôle patriarcal sur le corps des femmes dans l'industrie du spectacle. Alors, les références filmiques dans The Substance, la réalisatrice utilise de multiples références à des classiques du cinéma d'horreur et du thriller psychologique, non seulement comme des hommages, mais surtout pour enrichir et complexifier son propos sur le contrôle du corps, l'identité et la violence du système hollywoodien. On a La Mouche, de Cronenberg, de 1986. La transformation physique et la déchéance d'Elisabeth font écho à la métamorphose du scientifique Brandl-Seth dans La Mouche. Les deux films mettent en garde contre les dangers de la quête de perfection physique et de la manipulation du corps, soulignant la perte d'identité et la monstruosité qui en découle. Cette référence permet à Farja de situer son film dans la tradition du body horror, tout en féminisant et actualisant la problématique. Ici, la pression vient du jeunisme et du patriarcat hollywoodien, non de la science pure. Vidéodrome, Cronenberg, 1983. Les gros plans sur les lèvres dessus à la télévision rappellent ceux de Debbie Harry dans Vidéodrome,
Film qui interroge la fusion entre le corps, la techno et les médias. Farja utilise cette référence pour souligner la façon dont l'image médiatique façonne et détruit l'identité féminine et comment la célébrité devient un piège organique et psychique. Shining, Kubrick, 1980. Les décors, moquettes, couloirs rouges, salle de bain et certains mouvements de caméra rappellent Shining. Ces références participent à installer une ambiance d'aliénation, de paranoïa et de descente aux enfers psychologiques tout en suggérant la violence latente qui couvre sous la surface du quotidien hollywoodien. Comme Jack Torrance, Elizabeth se transforme en une figure méconnaissable, victime de son isolement et de ses obsessions. Lost Highway, 1997, de David Lynch. Les jeux d'ombre sur le visage d'Elizabeth lors d'un appel téléphonique font directement écho à une scène de Lynch où on voit, je sais plus, c'est Patricia Arquette en blonde qui répond au téléphone. Et il y a ce découpage d'ombre, en fait, renforçant la dimension onirique, inquiétante et déstructurée de la narration. Cela permet d'exprimer la crise identitaire et la perte de repère de l'héroïne. 2001, l'Odyssée de l'espace, elle utilise Ainsi parlait Zarathustra lors de la naissance du monstre final qui détourne le motif de l'évolution humaine en une satire de réinvention hollywoodienne. Ici, la transformation n'est pas une ascension, mais une déchéance grotesque, soulignant l'absurdité des standards imposés. Elle en vient à coucher ou à sortir par un orifice un espèce de petit sein qui tombe par terre, quoi. Ça rappelle un peu Eraserhead avec le bébé monstre. La rivalité entre Elizabeth et Sue, la scène du miroir brisé et la quête de perfection évoquent Black Swan, autre film sur la destruction de soi sous la pression des attentes artistiques et sociales. Cela permet à Farja de relier son propos à une tradition contemporaine de films sur la psyché féminine broyée par l'exigence de performance et d'apparence. Voici The Thing, Carpenter, Carrie, De Palma et Elephant Man, Lynch. Farja s'inspire de la monstruosité empathique de ses films pour susciter à la fois le malaise et la compassion envers son personnage principal. Le monstre final, Monstro Elisa Su, incarne la synthèse tragique. Déjà rien que ce titre, c'est incroyable. Quel génie! Incarne la synthèse tragique de toutes les attentes et violences subies, rendant visible l'invisible, la souffrance de celle que l'industrie rejette. Et puis tout ce sang qui coule partout, voilà, ça rappelle Carrie, mais dans un sens inversé. C'est pas ses ennemis qui lui versent du sang pour se complaire dans le sadisme, c'est elle qui arrose tout le monde, comme des règles non arrêtables en fait, tout ce fluide qui dégoûte tant le patriarcat. Voilà, en résumé, les références filmiques dans The Substance servent à ancrer le film dans une tradition du body horror et du cinéma psychologique, enrichir le propos sur le contrôle du corps, l'aliénation et la violence symbolique et créer une atmosphère familière mais inquiétante, détourner les mythes du cinéma pour mieux les subvertir et dénoncer la condition des femmes à Hollywood. Donc elle ne se contente pas de citer, elle hybride ses influences pour construire un langage propre où chaque clin d'œil amplifie la portée critique de son film. Alors, dans The Substance, la réception du produit par pli discret, ouais, ça c'est intéressant aussi, il y a une espèce de protocole méthodique où tout est organisé comme un mode d'emploi lorsqu'elle reçoit son kit en fait. C'est un dispositif narratif et c'est un visuel de contrainte pour moi, parce que dans The Substance, la réception du produit se fait par pli discret, sans que jamais on croise personne. Elle le récupère dans une espèce de locker à la Amazon, dans un endroit improbable où le volet reste coincé, même pas à mi-hauteur, elle est obligée de se baisser, donc obligée de faire des efforts, ce qui sera compliqué quand elle sera devenue une monstre. C'est accompagné d'un protocole strict et d'un manuel détaillé. C'est pas anodin, ça inscrit l'histoire dans une logique de conte moral où la transgression des règles mène à la catastrophe. Les règles à suivre, échanger de corps chaque semaine, ne jamais abuser, respecter les consignes à la lettre, instaure un climat d'angoisse et de tension. Le moindre écart devient potentiellement fatal. Le protocole et la méthodologie sont mis en scène à travers des plans fixes, des cadrages symétriques et une lumière blanche presque médicale qui rappelle l'univers des labos et des instituts de beauté aseptisés. La froideur du dispositif contraste avec la violence organique du body horror, soulignant la déshumanisation à l'œuvre,
Le corps féminin est traité comme un objet à manipuler, à optimiser, à conditionner selon des règles extérieures. D'ailleurs, des règles édictées par une voix d'homme. Le personnage peut toujours donner son nom à ce service SAV. Il est jamais compris, il faut toujours qu'il donne son numéro. Le conte et la punition, comme dans les contes classiques, la tentation, ici la jeunesse éternelle, est encadrée par des interdits. Ne pas transgresser, ne pas abuser. Si elle profite de la matrice pour continuer à profiter de sa jeunesse plus de 7 jours, en fait, elle va user et elle va payer. Le film joue avec cette structure pour montrer que le système de contrôle social sur les femmes fonctionne comme un sortilège moderne où la moindre désobéissance entraîne une punition corporelle. Il y a eu un travail sur la typo, on le voit dans le générique, il y a une personne qui est nommée, en tout cas qui est indiquée au générique pour avoir travaillé sur le langage visuel de la norme. La typo utilisée pour les instructions, le logo de l'entreprise secrète et les documents officiels sont extrêmement travaillés, évoquant à la fois les codes du luxe, de la pharmacie et de la technologie. C'est pas anodin, ça crée une identité visuelle forte, immédiatement reconnaissable, qui confère au produit une aura de sérieux, de légitimité, de dangerosité. La typo froide et géométrique renforce l'idée de standardisation. On sent que c'est fabriqué à la chaîne, même si c'est donné par des gens dont on ne connaît pas à des personnes qui sont sélectionnées. Hein, on le voit au moment où elle passe à l'hôpital, elle a eu un accident, mais elle n'est pas blessée. On a un jeune homme qui tâte sa colonne vertébrale et qui lui dit, en tout cas qui nous dit à nous, qui se le dit à lui, qu'elle est éligible. Donc la typographie, elle est froide et géométrique, elle renforce l'idée de standardisation, d'anonymat et de dépersonnalisation. Les femmes qui reçoivent la substance ne sont plus des individus, mais des utilisatrices, soumises à un protocole. Alors je sais plus c'est quoi le numéro qu'elle a, c'est 309 je crois. Il y a le jingle et le logo. Ça tire de la communication d'entreprise. Hein. Le jingle associé au logo de l'entreprise, chaque fois qu'on le voit, on a cette musique angoissante qui doit faire une ou deux notes, ou c'est un accord, je sais plus. Le logo de l'entreprise secrète fonctionne comme une signature sonore, un marqueur d'autorité et d'ironie. Il parodie les jingles rassurants des marques de cosmétiques ou de pharmaceutiques, tout en instillant un malaise. Et à chaque apparition du logo et du jingle, le spectateur est ramené à la réalité du système, une industrie qui vend du rêve et du contrôle, enrobée dans une esthétique séduisante, mais glaçante. Alors, elle a choisi aussi que ce soit un homme qui transmette ce protocole, ce médicament miraculeux et mortel. Le jeune homme qui explique le protocole à Elisabeth incarne d'abord la figure rassurante, mais quelque part un peu angoissante. Il est professionnel, il a l'uniforme, presque séduisant du conseiller, du coach, ou en tout cas du médecin qui sait ce qu'il dit, tel qu'on voit dans les publicités des startups du bien-être. La révélation qu'il est en réalité un vieil homme au bord de la mort et lui-même prisonnier du système bouleverse la dynamique initiale. C'est pas un simple agent de contrôle, c'est une victime supplémentaire de ce cycle infernal. Le fait que le messager porte un masque de jeunesse souligne la pression universelle à paraître jeune, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, même si le système les impacte différemment. De ce qu'on en voit, le jeune homme et le vieux, alors je sais pas si c'est une conséquence, mais il a une grosse tache sur la main. Ou c'est juste pour le reconnaître, je sais pas. C'est vrai que par rapport à la femme qui a un doigt pourri, tout vieux, c'est différent. Cela renforce le propos du film sur la superficialité et le caractère illusoire de la jeunesse. Même ceux qui semblent en contrôle sont eux-mêmes piégés par les règles qu'ils transmettent. Le jeune homme, vieil homme, est à la fois bourreau et victime, il perpétue le protocole tout en étant lui-même broyé par lui. Cela illustre la façon dont les normes sociales sont transmises de génération en génération, souvent par ceux qui en souffrent le plus. C'est une réflexion sur la complicité involontaire. Pour survivre dans le système, on devient parfois l'instrument de sa propre oppression et de celle des autres. Lorsque le spectateur découvre la véritable identité du messager, cela crée un effet de miroir avec le parcours d'Elisabeth. Tous deux sont prisonniers d'un dispositif qui promet la libération, mais ne fait qu'enfermer davantage. Cela humanise le contrôleur et complexifie la critique. Le mal n'est pas seulement extérieur, il est systémique, diffus et n'épargne personne.
Le contraste entre la jeunesse apparente et la décrépitude réelle est mis en scène par des effets de maquillage, de lumière et de son qui rappellent le body horror du reste du film. La voix, le regard, les gestes du messager changent subtilement au fil de l'intrigue, préparant la révélation et instaurant un malaise croissant. Cette révélation donne une dimension tragique au personnage, il n'est pas le gardien du protocole, mais son premier prisonnier. En résumé, le choix de faire du messager un jeune homme, qui est en réalité un vieil homme piégé, renforce la thèse du film sur la tyrannie de la jeunesse et de la peur de la vieillesse, montre que le contrôle du corps et de l'image est une prison collective, pas seulement individuelle, complexifie la critique en montrant que même ceux qui imposent les règles sont eux-mêmes victimes du système, ajoute une dimension tragique et universelle à l'histoire, transformant le film en fable sur la souffrance partagée et la difficulté de briser le cycle des injonctions sociales. Ce détail scénaristique et esthétique fait de The Substance un film encore plus riche et nuancé où la frontière entre victime et bourreau s'efface au profit d'une réflexion sur la condition humaine dans un monde obsédé par l'apparence. Alors, il y a des inserts d'objets et de matière aussi. Des gros plans sur la substance verte quand elle le vomit. Les œufs jumeaux au début. Voilà, ça c'est encore une introduction symbolique. La mouche qui essaye de survivre ou l'olive dans le cocktail sont pensés comme des symboles visuels. Chaque élément fait écho à la duplication, à la corruption ou à la manipulation du corps. Ça renforce la démonstration sans jamais recourir à un discours explicatif. Alors ça, moins d'accord, parce que c'est très explicatif. En résumé, chaque effet, qui soit gore symbolique ou simplement dérangeant, est minutieusement pensé pour illustrer et amplifier le propos du film. Du coup, ça laisse pas respirer, par contre. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de moment de respiration, de moment gratuit. Tout est appuyé, tout est contrôlé. Donc ça illustre et amplifie le propos du film, la violence du contrôle du corps, la perte d'identité, la monstruosité engendrée par la pression sociale et médiatique. Donc le choix esthétique, critiquable au début de ce podcast, est faux, puisqu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre parti pour cette valeur esthétique, c'est-à-dire du contrôle, de la pancarte, de l'explication, parce que le propos du film, c'est la monstruosité engendrée par la pression sociale et médiatique, la violence du contrôle du corps. Donc tout est dans le contrôle. Rien n'est gratuit ou décoratif. Tout doit servir à la démonstration. Il n'y a pas de plan poétique, c'est pas possible. Alors encore une fois, peut-être un paradoxe, un détail, mais si tu te souviens, dans le film, il y a plusieurs fois un plan de palmier, en fait, isolé, comme ça. Et ça, en fait, pour moi, c'est un plan poétique, c'est-à-dire une respiration, un moment qui est pas explicatif, qui est posé comme ça. Mais quand tu réfléchis et que tu cherches un peu, c'est pas anodin. Parce que le palmier, c'est un symbole, en fait, assez fort et qui participe à la poétique du film, dont il s'était interdit presque par objectivité de l'utiliser. Et pourtant, elle y arrive. Et c'est ça toute la force, en fait, de cette réalisatrice. Incroyable. Pourquoi ? Parce que le symbole du palmier, c'est Hollywood. C'est Hollywood et l'illusion. Le palmier, c'est un arbre emblématique de Los Angeles et de Hollywood. On le voit partout, tout le temps, dans tous les films où ça se passe à Hollywood. Tu le vois tellement de fois dans Mulholland Drive, encore une fois, et plein d'autres films que j'oublie, mais ça évoque immédiatement le rêve californien, la réussite, la célébrité, le soleil, la chaleur, mais aussi l'artificialité de ce décor. Les palmiers de LA, en fait, ils ont été plantés assez souvent pour créer une image, en fait. C'est un cliché aussi à la Deleuze. C'est un mirage d'éternité et de glamour qui masque la réalité plus brutale de l'industrie du spectacle. Tiens. Leur présence dans le film rappelle donc le cadre où se joue le drame d'Elisabeth. Un monde de surface, de façade, où l'on sacrifie l'authenticité à l'apparence. En plus, sur un plan symbolique plus universel, le palmier est souvent associé à la résilience, à la capacité de survivre dans des conditions hostiles et à sa régénérescence ou à renaissance, parce que comme un oiseau, comme le phénix.
auquel il est parfois lié dans la tradition occidentale. Il pousse tout droit, tout seul, dans des environnements arides, ce qui peut évoquer la solitude d'Élisabeth, hein. Son appartement, il est sur une espèce de hauteur non définie, où elle est toute seule. On apprend après qu'elle a un voisin, mais en fait, elle semble isolée du monde. Sa lutte pour exister aussi, donc elle lutte pour exister dans un système qui la rejette, et son désir de renaissance par la substance. Et le palmier, dans certaines cultures, aussi symbolise la maternité et l'auto-engendrement. Il se reproduit par rejet, si je me trompe, sans intervention extérieure. Il peut ainsi évoquer la création du double à partir d'Élisabeth elle-même. Ça, c'est ultra fort quand même. Cette dimension renforce la thématique du film sur la filiation, la transmission, la rivalité mère-fille intériorisée dans le rapport à soi. Donc il y a une vraie poétique de l'histoire, dans un micro-motif visuel. Le retour du plan sur le palmier, souvent isolé dans le cadre, fonctionne comme un refrain visuel. Ça marque des étapes du parcours d'Élisabeth, ces moments de doute, de solitude ou de bascule. Et évidemment, ça offre scénaristiquement un temps de respiration, une suspension poétique, au cœur d'un récit ultra contrôlé, presque froid, issu d'un laboratoire. C'est un contrepoint aussi à la violence. Face à la violence des transformations corporelles et à la cruauté du système, le palmier incarne une forme de permanence, de verticalité, de résistance silencieuse. Ça suggère que malgré la destruction, il subsiste une possibilité de renaissance, ou du moins une trace de ce qui a été. Donc en résumé, le palmier, par le nombre de fois où il apparaît, sa récurrence et sa polysémie, donc ces multiples définitions symboliques, ça explique le mirage hollywoodien, la superficialité du rêve et de beauté, la résilience, la renaissance et la solitude du personnage principal, et le cycle d'auto-engendrement, de la destruction à la possible régénération. Alors du coup, ce plan, il n'est pas gratuit, il s'inscrit dans l'histoire, dans une dimension poétique et universelle, tout en ancrant le récit dans le décor réel et symbolique d'Hollywood. Je croyais que Farja me disait quoi penser. En réalité, elle me montre un monde où même ma pensée est déjà sous contrôle. Je regarde pas un film, je suis dans une capsule, une pilule. Tout y est stérile, blanc, millimétré, comme le rêve d'un chirurgien esthétique omnipotent. C'est pas un style, hein, c'est la forme nécessaire d'un monde sans échappatoire. En fait, c'est pas que The Substance illustre un message par des choix esthétiques, c'est que le langage du film est déjà contaminé par la substance elle-même. La mise en scène ne surligne pas un propos, elle incarne le système qu'elle dénonce. Et ça, c'est puissant. C'est là qu'on touche à une esthétique de l'inéluctable. Il n'y a pas d'alternative diégétique possible. Tout est cadré, contrôlé, normé. Parce que le monde dans lequel évolue le personnage est lui-même clos, inflexible, voué à la répétition de l'image idéale. Avec des termes un peu plus théoriques, on pourrait utiliser quelques concepts encore Foucault et Deleuzien. Le dispositif, ensemble des machines de pouvoir, images, discours, espace, qui encadrent les comportements. Le film devient l'illustration même du dispositif de contrôle du corps féminin. Il y a la performativité de Judith Butler. Le film montre pas la violence du genre, il la performe à travers le corps filmé, prothésé, cadré et doublé. Hyper-réalisme et postmodernité à la Baudrillard. Le corps idéal est une simulation. La substance elle-même est un produit plus réel que le réel, une pure image. Et il y a l'esthétique de l'enfermement, comme les films de Cronenberg ou Haneke. Les lieux du film sont géométriques, fermés, souvent vus en plongée ou en cadre fixe, et ça renforce l'idée que la caméra elle-même fait partie du système. Donc c'est un total retournement quand on comprend que le dispositif n'est pas un choix, le dispositif esthétique, c'est pas un choix, c'est une fatalité esthétique. C'est là que l'analyse prend tout son sens. Je suis passé du regard sur quelque chose au regard depuis. C'est un changement de vision, un changement de paradigme. Et c'est exactement ce que demande un film comme The Substance. En fait, là où on voit une esthétique appuyée, presque démonstrative, on réalise en fait qu'il s'agit d'un dispositif structurel, organique, intrinsèquement lié au sujet. Et ça, c'est très fort, parce que qui est capable d'écrire comme ça aujourd'hui ?
C'est puissant, t'as un regard féminin sur les formes du contrôle.